Et voilà, bonsoir et bienvenue à ce dernier numéro de la semaine. Quand bien même la grippe nous frappe, mais nous sommes obligés de venir vous servir car c'est un devoir sacré. Mesdames et messieurs, Actis 60, nous recevons pour vous un avocat chercheur en droit environnementaliste en la personne de Maître Lambert Lissika. C'est lui l'invité de ce soir, une mission à bâton rompu. Nous allons discuter sur la situation sociale et politique de la RDC, l'évaluation de la justice, l'entrepreneuriat congolais et puis sur la situation sécuritaire de l'Est. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Maître Lambert, bonsoir. Bonsoir, ma journaliste. Comment vous allez? Oui, je me porte bien, merci. Ça fait longtemps. Oui, on est là. Maître Lambert, je commence d'abord par rapport à votre présentation. Vous êtes avocat, chercheur en droit environnementaliste. Ça veut dire quoi? Vous allez un peu expliquer à ceux qui nous suivent. Bien, en tant qu'avocat. Vous êtes basé sur quoi? Ok, en tant qu'avocat, donc je conseille en matière de droit. Et lorsqu'on est un avocat chercheur en droit environnemental, c'est que tout ce qui concerne l'environnement est notre domaine de recherche. Nous faisons de recherche sur le droit au développement durable, évidemment basé sur les ODD 17 et tout ce qui est protection de la forêt, protection de nos faunes. L'homme en équilibre avec son environnement, c'est notre domaine de recherche. Et en passant, je vous dis également que ma profession également m'a amené à développer des activités liées au crime pénal international, notamment crime contre la paix, crime contre l'humanité, crime des génocides qu'on regroupe en disant que ce sont des crimes internationaux. Parce que nous avons eu à œuvrer dans ces domaines et ça fait également notre domaine de recherche, y compris la justice transitionnelle. Voilà. Et alors par rapport à cette question sur l'environnement, est-ce que vous êtes bien compris? Bon, l'environnement est ce qui est essentiel à l'homme. L'homme est appelé à vivre en équilibre avec son environnement. Vous savez, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme dans l'humanité, il a fait en sorte que l'homme puisse gérer cet environnement en équilibre. Évidemment, si ces règles-là ne sont pas respectées, il y a ce que nous appelons le dérèglement. Et c'est comme ça que vous trouvez, on parle de plus en plus des changements climatiques, les réchauffements climatiques, c'est lorsque cet équilibre est rompu. Vous voyez, donc c'est dans ces domaines que nous travaillons pour attirer l'attention des gens lorsque nous avons des résultats, attirer l'attention des gens par rapport à cet environnement. Voilà. Enfin, j'aimerais savoir un peu, quel est votre cheval de bataille en tant que juriste, chercheur en droit environnemental? Bon, pour aller beaucoup plus simple, parce que cette émission est aussi pédagogique. Pédagogique, oui. Vous savez, Kinshasa venait d'être coupée en deux. La rivière Ndjili a débordé de son lit. Les gens se demandent, mais pourquoi cela? Évidemment, le lit naturel du fleuve par les activités humaines ont été dérangées. Son parcours naturel a été dérangé. Et cherchant à se frayer de chemin, il y a eu ces débordements et il y a eu toutes ces calamités. Vous voyez? Mais si les choses étaient telles que ça devait le faire selon les normes, on n'aurait pas à vivre ces événements malheureux qui a occasionné de perte de vies humaines. L'environnement, c'est aussi lorsque vous êtes dans l'exploitation de l'énergie fossile, c'est-à-dire l'exploitation des ressources naturelles de manière abusive. Ça peut créer également le dérèglement sur les lois de nature qui existent. Voilà pourquoi nous travaillons, nous attirons, nous faisons des plaidoyers pour attirer, sensibilisons, pour attirer les gens
l'attention des gens par rapport à ce respect, à cet équilibre qui doit toujours exister entre l'humain et son environnement. Voilà. Et pour être encore beaucoup plus concret, c'est, par exemple, pour être dans le cadre qui concerne notre pays, nous avons la forêt. Et lorsque nous faisons parfois les champs sans tenir compte de normes, par exemple l'agriculture itinérante sur brûlis, c'est-à-dire la battue brûlis. Évidemment, quand vous faites des champs, c'est pour que vous puissiez avoir de quoi survivre. Mais lorsque vous ne le faites pas selon les normes, vous décimez la forêt et il y a de perturbations de saison et ça mène de calamités. Voilà pourquoi on dit qu'il faudrait une agriculture durable. Vous voyez? Et lorsque, dans un autre contexte, dans le centre urbain, il y a tous ces plastiques qu'on utilise dans des bouteilles, qu'on jette dans nos cours d'eau et qui remplissent nos rivières, le fleuve. Et ça amène toutes ces calamités qui arrivent. Voyez-vous? Donc, il faudrait donc une politique pour qu'on puisse régler ce genre de choses, pour respecter l'environnement. Je crois que lorsque nous on grandissait, on n'avait pas ces phénomènes de plastique, on utilisait des bouteilles en porcelaine. On ne connaissait pas cette pollution plastique. Vous voyez, quand nous parlons de l'environnement, c'est tous ces genres de choses que nous voulons attirer l'attention des gens par rapport à ça. Voilà. Et voilà. Maître Lambert Lissiga, quand même vous êtes chercheur en droit environnementaliste, en droit environnemental, j'aimerais faire une parole sur la situation sociale et politique de notre pays. Vous êtes Congolais, vivant ici, quand même il y a des va-et-vient par-ci, par-là. J'aimerais que vous parliez à vive voix comment vous jugez la situation sociale et politique de la RDC. Bien, la politique, c'est toujours quelque chose, que vous le voulez ou non, ça a une influence sur la vie des gens. La politique qui devait être comprise comme étant la gestion de la cité ne joue peut-être plus efficacement son rôle en tant que tel. La gestion de la cité est devenue plus... je parle de nos pays africains notamment, où accéder aux fonctions politiques, c'est une source d'enrichissement illicite, sans cause. Donc, nous savions que lorsque on aspire à des fonctions politiques, c'est pour chercher l'intérêt général. Mais rares sont ces intérêts généraux que les acteurs qui arrivent dans la sphère politique recherchent. C'est plus ce qui est plus prononcé, c'est un gain personnel, un intérêt personnel. Je vous donne un exemple. Notre pays, à l'indépendance, nous avons connu des dirigeants, notamment, on les prend pour modèle. Le premier président de ce pays, Kassavoubou. On a dit que lui, lorsqu'il faisait ses missions, au retour, il reversait tout ce qui restait. Et il s'est contenté de ses soldes. Donc c'était un modèle, c'est une éthique qu'il a laissée dans ce pays. Est-ce que cela a été suivi? On a vu une seule fois, le chef de l'État actuel a restitué aussi ce qu'il avait dépensé, le reste, il avait une seule fois, on a vu ça. Bon, je ne sais pas si ça continue, mais je constate que ceux qui arrivent au pouvoir, hier, il avait une petite maison, une petite voiture, mais du jour au lendemain, vous le voyez construire des immeubles. Et on se pose des questions en tant qu'analyste. Donc la politique devient un moyen par lequel on s'enrichit facilement et si rapidement. Exactement, j'ai dit, parce que je crois que si on doit rechercher la corruption qui gangrène les sphères politiques, on devait le rechercher par
cette métamorphose que nous voyons dans nos hommes politiques. Parce que je trouve parfois il y a des conflits d'intérêts. Il est en même temps un homme politique. Il n'était pas commerçant avant. Il devient un homme d'affaires. D'où lui vient son capital? Qu'est-ce qu'il fait? Et il construit des immeubles. Et personne ne se pose la question. Mais je ne dis pas, la loi existe, où on dit, avant d'entrer en fonction, vous décrivez vos biens. À la sortie, comme ça on peut voir qu'est-ce que vous avez eu de licite qui vous ont permis d'accumuler ces genres de biens. Ok? Et ces contrôles n'est pas fait. Mais nous voyons que, visiblement, un homme politique a une grande fortune qu'il n'avait pas avant. Et c'est comme ça que les autres secteurs d'activité est pratiquement relégué. Tout le monde rêve d'accéder à des rôles politiques. Cette corruption devient comme si, pas comme si ça devient une monnaie courante. Donc, c'est-à-dire, c'est une habitude. Lorsque les régimes se succèdent, il y a toujours, on parle de la corruption, on parle du détournement. Vous comprenez? Mais dites-nous un peu, que faire pour éradiquer ce système, la corruption? C'est vrai, même dans certains pays très développés, il y a toujours la corruption. La RDC peut-être n'est pas le tout premier, non plus le dernier. Non, la corruption c'est un phénomène universel. Mais la loi est faite pour réguler les comportements. Et comment le réguler? Je dis que la loi existe. La loi existe, mais qui devait être appliquée. Et qui devait être appliquée, il devait vraiment se concrétiser dans nos vécus quotidiens. Je disais que je suis avocat, mais moi je note. Lorsque vous allez, par exemple, dans le secteur, dans le domaine foncier, vous accompagnez un client pour obtenir des titres. Mais officiellement, on connaît le coût pour avoir un titre. Oui. Mais amener ces sommes d'argent auprès de l'administration foncière, vous n'aurez jamais ce titre. Il faut le dessous de la table. Et c'est monnaie courante. Vous allez dans le domaine judiciaire où j'œuvre au quotidien. Ce qui est prévu dans la loi existe. Mais vous trouvez des actes de concussion qui se font. Sinon, le dossier n'avance pas. Donc, nous dirons que tous nous respirons la corruption. Dans d'autres cieux, il y a certes la corruption, mais la tendance est faible. C'est un taux marginal de corruption qu'on vit. Mais chez nous, c'est presque renversé. Nous baignons dans la corruption. Nous sommes dedans. Et des efforts conscients doivent être entrepris. Non pas seulement par ceux qui nous dirigent, mais par nous aussi, population. Parce que lorsque vous avez soulevé par rapport à cette question de la corruption, oui, certainement, ce n'est pas seulement les dirigeants, mais aussi les dirigés comme la population. Vous allez quelque part, c'est d'abord l'individu, le particulier qui propose à la personne qui trouve là-bas que non, tout solo la cassie. Vous comprenez? Maintenant, je me pose la question, c'est un problème d'homme, c'est un problème d'éthique ou c'est l'inapplicabilité de la loi? Je crois que le rôle d'un dirigeant, c'est de veiller à l'application de la loi qui existe. Ceux qui nous dirigent devaient frapper et frapper fort. Tous les actes déviants. Il devait y avoir des sanctions positives et des sanctions négatives. Vous voyez, des gens qui excellent dans leur domaine. Je ne dis pas que tous les Congolais que nous sommes, on est tous mauvais. Il y a des bons et des mauvais. Mais est-ce que ceux qui accèdent à des promotions, est-ce qu'ils accèdent par leur méritocratie? Est-ce qu'ils accèdent parce qu'ils ont une éthique professionnelle rompue? Voilà pourquoi on l'a promis. Généralement, ce n'est pas le cas. C'est un militant. C'est un proche promis dans cette fonction.
Et cela décourage même certains qui veulent rester dans le droit chemin. À mon sens, à mon humble avis, tout doit partir du sommet, de la tête, des responsables, de ceux qui gouvernent, de ceux qui commandent. Et les actes déviants doivent être réprimés. Mais parfois, on commence, mais ça ne suit pas. Je m'en vais comme exemple. Il n'y a pas longtemps, on commençait à interdire l'essence unique, même aux autorités. Oui, oui. Cela même a créé mort d'homme dans un policier de circulation routière. Que tout le monde doit s'aligner sur le code de la route. Commençons par ces exemples simples. Mais ça fait combien de temps pour qu'on revienne à la bêtise? À ce que vous appelez bêtise. Combien de temps il faudrait est-ce qu'il faudrait qu'on nous dise que c'est mauvais? Et c'est comme dans la maison. Vous êtes un grand détourneur, vous êtes un grand voleur, vous dites à vos enfants de ne pas voler. Mais ils vont dire, mais papa, tu le fais. C'est pas mauvais parce que vous le faites. Les enfants vont prendre ça comme modèle. Donc, ça commence par de petites choses. Nous devons respecter les lois du pays. Parce qu'on dit que personne n'est au-dessus de la loi. Tous, on devait se soumettre à la loi. Et ces exemples qui font peuvent être copiés par les autres qui nous suivent, qui vous suivent comme modèle. Et à ceux qui font bien, il y a des sanctions positives. Ils sont promis. Pour dire qu'il y a... Tous les Congolais ne sont pas mauvais. Vous savez, il y avait dans cette ville de Kinshasa, je prends l'agent de circulation routière, sur l'avenue Colonel Lokossa. Au milieu là, il y avait un agent de roulage qui ne tracassait personne, qui régulait. Mais je dis que c'est pas quelqu'un qui est mort pauvre. Mais il recevait de congratulations de beaucoup de gens, de beaucoup d'usagers. Ça sont des modèles. Et quand nous on grandissait, il y a Charlot qui était au niveau des eaux, qui régulait. Il y a eu un moment aussi celui qu'on appelait Goldberg. Qui était vous là. Voyez, c'est pour dire que il y a eu des gens de valeur, des gens de qualité dans ces pays qu'on devait promouvoir. Et cela va dans tous les autres secteurs de la vie. Lorsque vous allez dans l'administration aujourd'hui, il y a des gens qui viennent que pour signer leur présence. Oui. Et attendre la fin du mois. Mais c'est le manque de suivi de la part exactement de l'État congolais, de la part des administrateurs ou encore je ne sais qui. C'est de cela. Lorsque vous engagez des gens, il faut leur donner des tâches à faire. Ils ne viennent pas pour ronger les ongles. Ils doivent effectivement travailler. Donc c'est pour dire que nous avons un travail à faire dans notre pays pour commencer à le réguler. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un des pays africains, je cite le Madagascar. Je passais, c'est considéré parmi les pays les plus pauvres du continent. Mais lorsqu'un agent de circulation vous arrête, vous exhibez vos documents, vous passez. Qui que vous soyez, vous êtes en ordre de vous passer. Ce qui est impossible chez nous. Que vous ayez en ordre, on va vous créer une infraction. Vous voyez? Et là, quand vous êtes en infraction, on vous arrête, on vous délivre une quittance pour aller payer. C'est un pays africain comme nous. Je ne dis pas de la Tanzanie. Mais c'est question de l'organisation aussi interne. Exact. C'est ce qui nous manque, s'il faut le dire ainsi. Nous avons des lois qui organisent toutes ces choses. Mais à quoi servent ces lois? C'est question d'homme. De celui qu'on place à la tête de cette institution. Vous êtes au niveau du service de circulation routière, c'est à vous à veiller. Vous êtes dans l'administration, c'est à vous à veiller. Vous êtes un ministre, c'est à vous à veiller dans votre secteur. C'est tous ceux qui ont un rôle de commandement dans ces pays. C'est un pays de nous tous et celui qu'on place, il devait faire ça dans l'intérêt de tout le monde.
dans l'intérêt général, comme on le dit. C'est comme ça que j'ai dit, la notion de l'intérêt général devait être intériorisée par ceux qui gouvernent, ceux qui commandent, ceux qui ont une portion d'autorité dans notre pays. C'est cela le problème. J'aimerais un peu rester toujours dans ce même cadre sur la situation sociale politique de notre pays. J'aimerais poser cette question, est-ce que nous avons des hommes politiques intègres, dignes de leur nom? Les hommes politiques intègres ne manquent pas dans le pays. Et qu'est-ce qui fait que la situation politique ne change pas? Les choses ne marchent pas? Les hommes politiques, comme je disais, intègres ne manquent pas dans ce pays. Ça existe. Mais la grande majorité des hommes politiques se compromet dans les actes que nous venons de décrire. Voilà pourquoi le pouvoir judiciaire est appelé à sanctionner. Ceux qui ont la manette du pouvoir devraient sanctionner tous les actes déviants, de qui qu'ils soient. Personne ne devait être au-dessus de la loi. Alors il faudrait qu'une volonté politique soit non seulement exprimée, mais qu'on veille en détail si l'application de mesures qu'on prend, sans compromission. C'est cela le problème. Parfois, on lance des actions, mais qui n'arrivent pas à la fin. On ne veille pas pour que cela puisse être intériorisé et que cela rentre dans notre comportement de tous les jours. C'est juste pour un temps. Et puis, ah non, on sait que ça commence, mais on sait que ça, bientôt là, on va revenir dans nos anciennes, dans nos vices. Vous voyez, donc il faudrait la continuité de cette action, de sanctionner les comportements déviants. Maître Lambert, du gouvernement FCC cash au gouvernement à l'Union sacrée, où est-ce que vous avez trouvé un changement? FCC cash, Union sacrée. Oui, oui. Eh bien, je dis que c'est peut-être du blanc, bonnet blanc. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes personnes qui sont là et dont la grande majorité, ils n'ont pas abandonné leurs habitudes. Il y a eu cette transhumance politique. Ils étaient sous la Deuxième République. Ils arrivent à la Troisième République avec le même comportement qui ne change pas. Qui ne change pas. Un jour, je discutais avec un grand de ce pays qui a exercé des activités ministérielles, le même de la lutte contre la corruption. Il m'a dit, mais pour voir comment la corruption prospère, vous n'avez qu'à regarder les immeubles qui poussent. Comme des champignons. Comme des champignons, dont derrière, ce sont des politiciens. D'où est-ce qu'ils tirent de l'argent pour construire ces immeubles? On connaît ce qu'ils gagnent officiellement. Ça vient d'où? Si ce n'est pas le pot de vin, ça vient d'où? Vous voyez? On ne doit pas simplement voir un détournement criant là sur le papier, mais sa situation. C'est là que je pense que l'IGF devait attirer l'attention de l'IGF. Et s'il faudra faire un parallélisme entre la gestion du gouvernement, en fait, du régime précédent, là je parle de Joseph Kabila, et de la gestion actuelle, quelle est la bonne? Comme on dit, entre les deux mots, choisis le moindre. Ah non, moi je ne choisirai pas. Comment ça? Moi, ce que je veux, c'est que les choses s'améliorent. S'améliorent notablement. Vous savez, quand Mobutu est arrivé au pouvoir, il appelait ceux qui l'ont précédé des politiques ailleurs. Vous voyez? Il a fait ce qu'il a pu faire avec le vice qui s'en est suivi par la suite. Ceux qui sont venus en disant qu'ils sont venus libérer, mais on a vu qu'ils ont perfectionné. Et le président Mobutu disait
Mais ils ont perfectionné ce vol, ce détournement des deniers publics. Comment ça? Comment ils ont perfectionné? C'était comment? Mais tout ce que Mobutu a acquis en 32 ans, en 18 ans, les gens ont perfectionné leur manière de détourner. Vous voyez? Et leurs partisans. Et aujourd'hui, on entend souvent parler autant de millions qui ont été détournés. Voyez-vous? Mais il ne faudrait pas que quand vous prenez des choses pendant que vous étiez dans l'opposition et que quand vous arrivez au pouvoir, c'est comme si vous voulez ressembler à ceux qui vous ont précédé. Mais il doit y avoir un changement notable qu'on sent. Il y a toujours eu des justificatifs tels que eux aussi ont fait cela. À l'époque de Kabila, il y a un Zalaka. Dites-moi, en fait, c'est quoi le problème? Ça, c'est une mauvaise manière de voir les choses. Je crois que lorsque on accède au pouvoir, c'est pour améliorer ce qui n'existait pas. Que vous puissiez faire mieux. Et abandonner les vices que vous décriez lorsque vous n'étiez pas au pouvoir. C'est ça le problème. C'est notre pays, nous n'avons pas d'autre pays que celui-ci. Si nous n'améliorons pas, d'autres ne vont pas améliorer. Vous voyez, parfois, on vous dit que certaines entreprises sérieuses n'arrivent pas à s'établir dans notre pays. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir des choses légalement. Je vous donne un exemple. Je voudrais illustrer ça par des exemples simples. Tout le monde sait que pour avoir un passeport, il faut $99. Oui, oui. Qui d'entre nous, s'il n'a pas de relation, peut avoir le passeport à $99? Personne. C'est au-delà de ça, 50, 150, 200. Voire même 250. Voyez-vous? Mais c'est aussi, tout le monde le sait, personne ne dénonce. Ok? Tout le monde sait que, j'ai donné les cas du domaine foncier, ces cas-là, je ne reviens pas. Mais dans tous les autres secteurs de la vie, pourquoi on ne doit pas aller simplement au guichet payer et puis vous avez droit? Ces systèmes généralisés des corruptions, des coquillions qui règnent, on devait mettre un terme à ça. Que ce soit plutôt une infime minorité des gens qui le font, mais la grande majorité en l'éthique. L'éthique professionnelle existe dans tout le secteur d'activité humaine. Et notre pays le dicte également. Mais personne ne veille là-dessus. Il y a ceux qui sont censés faire appliquer, ils sont dedans. C'est là le grand problème. Aujourd'hui, la situation sociale de notre pays ne fait que se dégrader. J'aimerais un peu savoir que faire pour relever un peu le niveau du social des Congolais. Maître Lambert. Le social du Congolais... Parce que dans le social, on trouve d'abord le droit de l'homme, on trouve le panier de la ménagère, le droit à l'électricité, le droit à la régie des eaux. Malheureusement, tous ces droits-là sont bafoués. Il y a accélération, il y a dépréciation du dollar américain. Quand même, on dit qu'il y a une stabilisation, mais c'était de 16 à 28. Et puis, au jour le jour, le prix des denrées alimentaires ne font qu'augmenter. Que faire? Oui, que faire, c'est la volonté de nous tous, des dirigeants et de nous. Parce que on dit parfois la victime, on appelle ça syndrome de Stockholm. La victime qui arrive à sympathiser avec son bourreau. Quand on dit non, tel, on les soupçonne d'avoir détourné de fonds. Vous verrez les gens de son clan ou de son camp politique se lever et dire non, on le jette de noises. Charnement. C'est l'acharnement. Donc, et même la population parfois suit ces mouvements. Oui, mais laissez la justice faire son travail. Il n'a rien fait, la justice va l'innocenter. Et il faudrait également que cette justice soit réellement, qui dise réellement le droit.
Okay? Que ça ne soit pas de l'acharnement. Donc, c'est là et l'affaire de nous tous. Nous, en tant que population, nous, en tant qu'acteurs, nous, en tant que dirigeants de ce pays, chacun doit jouer son rôle du respect de l'intérêt général, où la loi devrait être notre seule règle de foi et de conduite. Chacun doit se soumettre à la loi. Je suis dirigeant. Si je sais que, bon, j'ai une réunion à 1h, je quitte avant pour ne pas prendre le sens cynique. Je sais que je gagne X montant. Je me contente de ces soldes. Et quand ce n'est pas suffisant, vous faites des revendications, vous démissionnez. On n'a pas cette culture de démissionner lorsque vous n'êtes pas satisfait de quelque chose. On cherche toujours des à côté, des pourboires, de pots de vin pour rendre service. Et c'est ce qui tue ce pays. Et des brigades, moi j'ai dit que des brigades pour récompenser des gens qui se comportent bien doivent exister dans ce pays. Des brigades pour sanctionner ceux qui font mal doivent exister dans ce pays, où on respecte l'éthique. Moi, à un moment donné, j'ai travaillé pour les Nations Unies. Vous voyez, il y a toute une direction qui s'occupait de l'éthique. Ok? Vous faites des choses, ok, on note. Mais comme le contrat était d'une année renouvelable, lorsque vous avez des mauvaises conduites, parce qu'on appelait ça conduite et discipline, quand à la fin, vous ne respectez pas les normes, vous partez. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut détourner. Mais au lieu qu'il y ait vetting, c'est-à-dire un renouvellement en mettant à côté ceux qui se sont mal comportés, non, ils sont là. Quelqu'un qui a un parapluie, comment est-ce qu'il peut être mis de côté? Voilà. C'est ça le comble aussi. C'est ça qu'il faut combattre. Et pourquoi la population doit veiller, décrier ce genre de choses, faire de sitting, manifester pour que des personnes qu'on a décriées pour des comportements déviants ne puissent pas revenir aux affaires. Pourquoi on ne fait pas de l'agriculture notre cheval de bataille? Qu'est-ce qui empêche? C'est ça aussi l'autre paire des manches. Nous voulons généralement ce qui nous amène facilement à un gain. Autrefois, on mangeait les riz de Bumba à l'époque du maréchal Mobutu, mais on n'en mange plus. Oui, parce que c'est plus facile d'importer le riz que de faire venir le riz de Bumba ici. Vous voyez, l'Onatra n'existe que de nom. Les bateaux remorques, cargo. J'étais à l'Équateur, je travaillais là-bas pendant 5 ans. Mais je vu des poissons mourir, périr de la vieillesse. Je vu dans mon Ngando, Zengambé, à 2 mètres, je vu de toutes sortes de poissons. Mais pourquoi pas faire de l'élevage, de l'élevage, de la pisciculture, de cheval de bataille? On est en train d'exporter des poissons, à Thompson. Les femmes commencent à souffrir de myome par suite des consommations de produits à formol. Vous voyez les combles? Oui, tout ça, c'est aussi qui devait être canalisé par le pouvoir organisateur. Vous voyez, à l'époque, lorsqu'on parlait du riz Bumba, on parlait de produits de nos champs, parce que les routes de décès agricoles existaient. Parce qu'il y avait les moniteurs agricoles qui étaient là, qui encadraient les agriculteurs, les petits agriculteurs. Vous voyez, et aujourd'hui, les moniteurs agricoles, certains ont pris de l'âge, mais ceux qui sont là, ils sont même parfois rarement rémunérés. Les routes de décès agricoles est pratiquement inexistant. On est très avancé en délabrement. C'est comme ça que nous, c'est plus facile d'importer les denrées alimentaires de l'extérieur que d'amener nos propres produits bio. Vous voyez, donc c'est pour dire que c'est le pouvoir organisateur qui doit créer de mécanismes incitatif qui remet les agriculteurs dans le travail et qui les aide à le promouvoir. Nous avions notre grand centre de recherche agronomique à Yangambi, qui n'existe que d'un nom, qui ne reçoit pas de financement conséquent.
pour faire des innovations. Je vous donne un exemple. Le système PIF pour multiplier le bananier, c'est parti de Yangambi. Mais les Camerounais l'ont pris, ils l'ont développé, les Ivoiriens ont pris, et ils sont de grands producteurs. Ne parlons pas de nos palmiers à huile, dont les premiers essences sont là. Nous devons être les premiers producteurs de cacao. Mais beaucoup de plantations de cacao sont en abandon. Il n'y a pas de mesures incitatives pour que les gens continuent dans le travail des champs. Et tout le monde focalise son attention sur les grands centres urbains. Et les jeunes ne rêvent que de faire la politique. Là où il devait y avoir des mesures incitatives pour que chacun gagne quelque chose, gagne sa vie dans le domaine qu'il a choisi. Mais lorsqu'il n'y a pas de leader qui active les gens, qui motive la jeunesse à faire l'agriculture, il y aura quelles conséquences? Oui, mais c'est cela le problème. L'agriculture, actuellement correspond comme si à un métier de pauvre. Or que dans l'agriculture, il y a l'argent. Obasanjo a fait de son pays, avait fait du Nigeria un grand pays. Il avait eu à créer des investisseurs, des grands investisseurs, des millionnaires, parce qu'il avait eu à promouvoir l'agriculture. Oui, c'est en cela, moi je dis que chaque pays doit tenir compte de ses propres réalités, de notre propre potentiel. Nous sommes un pays à vocation agricole. Évidemment, à vocation également minière parce qu'on a ces scandales. Nous ne devons pas être considérés comme le pays le plus pauvre, mais le pays le plus riche. Même ici à Kinshasa, si vous avez un petit lopin de terre, essayez de semer, ça va pousser. Mais ce qui manque, c'est une politique ambitieuse, un programme ambitieux qui ne s'arrête pas simplement dans du papier, mais qu'on mette réellement des activités d'accompagnement, des activités incitatives par rapport à ça. Là, je vous donne, je liste ça par des cas beaucoup plus simples. Lorsque un petit agriculteur, avec ses moyens de bord, sans être guidé par un agronome formé ou un moniteur agricole, fait son champ à sa manière, il peut récolter 30 sacs. Son premier handicap, la voie d'évacuation. Il ne sait pas comment l'évacuer vers le centre de consommation. Ils se battent avec mille et mille difficultés pour atteindre le grand centre. Mais quand il vient là, c'est là que tous les services étatiques qui jadis étaient pour l'encadrement est devenu beaucoup plus policière. Taxe de ceci, taxe de cela, taxe de ceci, taxe de cela. Et tout son effort est réduit en miettes. De ces 35, peut-être il peut se retrouver avec moins de $100 pour toute une saison agricole. Voyez-vous? Et comment une telle personne peut être encouragée à faire encore le champ? Autant aller chercher à être casé dans une administration et faire comme les autres qui les raquettaient. Donc il faudrait que la politique ne soit pas simplement sur du papier, mais qu'il y ait des programmations bien précises. Et là, je reproche également au gouverneur de province, qui devait être vraiment du manager pour définir des politiques agricoles dans leur secteur et qu'il mobilise les ressources humaines, financières et administratives pour y arriver. Souvent, ce sont des sapaudrages, on achète des tracteurs qu'on donne parfois à certains dignitaires, parfois ça reste là comme un objet d'ornement, que de faire réellement un travail sur le terrain. Est-ce qu'on a tenu compte des besoins réels des agriculteurs pour leur accompagnement, pour les inciter à produire davantage? C'est ça qui manque dans notre pays. Et c'est là qu'on doit corriger. Maître Lambert, parlons un peu sur l'évaluation de la justice congolaise. Le chef de l'État, dernièrement, ça fait quelques mois déjà, je crois bien, ou une année, il avait dit dans une émission que la justice congolaise est malade. Est-ce que cette maladie, est-ce que cette justice est en convalescence? Comment vous trouvez l'évaluation? C'est trop ambitieux pour moi d'évaluer notre système judiciaire ou notre justice. Nous disons plutôt que
c'est tout le pays qui est malade. Non seulement la justice. La justice est malade. Pourquoi? Nous devons nous poser cette question. Pourquoi elle est malade? Quand le juge qui est appelé à trancher une affaire subit des influences, ça peut être des influences financières, parce qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour faire face. Des influences de ceux qui ont l'impérium, qui le menace en sourdine, il est seul devant sa conscience et pression. L'influence ou la pression de sa hiérarchie, qui lui dit, attention, tel dossier là, il y a mes intérêts là. Vous voyez? Donc c'est tout le système. Je pense que c'est tout le système de notre organisation socio-politique et judiciaire qui doit être traité. Pour dire, le juge n'aura l'autorité que la loi et sa conscience pour dire le droit, sans avoir peur de sanctions quelconques. Les sanctions peuvent être bonnes. Vous êtes retraité prématurément ou bien on vous met au garage. Vous voyez, c'est tous ces aspects de choses. Évidemment, les états généraux ont été faits, les recommandations ont été faites. Malheureusement, le Sinamag s'y était opposé farouchement contre les résolutions. C'est leur droit le plus élémentaire, mais les résolutions adoptées par la grande majorité sont là. Attendons voir la matérialisation de toutes ces recommandations, parce que j'ai participé à ces grands forums. Attendons voir maintenant la réalisation. Moi, j'aimerais par exemple que des cas tels que le rapport mapping des Nations Unies soit remis sur la table. Il y a eu des événements malheureux. Je crois que l'impunité dans notre pays favorise la résurgence des rébellions. Pourquoi je dis ça? Le belligérants de hier, qui sont parfois au pouvoir, ils ont fait en sorte que ces rapports mapping ne soient pas mis en œuvre, pour que ces auteurs, les auteurs présumés dans ces rapports mapping ne soient pas inquiétés. On sait qu'il y a eu des événements de femmes qu'on a enterrées vivantes à l'Est, à l'Équateur, n'en disons pas, sous l'avancée de l'AFDL, qui ignore des Hutus et même des Congolais qui ont été abattus. Mais ceux qui sont au gouvernement, certains sont là. Ils sont dans nos assemblées nationales, ils sont dans nos sénats, ils sont dans les institutions, et même dans l'armée. D'où je parle de vetting. Il faudrait que la règne de l'impunité cesse dans ce pays. Si nous voulons vraiment que la justice puisse jouer efficacement son rôle, il faudrait que ceux qui commettent des comportements déviants répondent de leurs actes devant la loi, devant les instances judiciaires. Qu'on sécurise les organes chargés à dire le droit de faire efficacement leur travail, sereinement leur travail, sans qu'ils puissent avoir peur de quoi que ce soit. Et c'est là le grand problème dans notre pays. Donc, s'il faut évaluer la justice, on doit voir également les autres acteurs qui mettent le bâton dans le roue pour que la justice ne puisse pas fonctionner correctement. Lorsqu'aujourd'hui, le ministre de la Justice met la tête de Nanga à prix et la tête de Pero Louara ainsi que d'un journaliste, ce n'est pas un aveu d'échec? Non, ce n'est pas un aveu d'échec. Moi, je dirais plutôt c'est une façon dissuasive pour ceux qui prennent les armes contre leur propre pays. Parce qu'on doit vraiment décourager l'utilisation des armes. En tout cas, moi, je ne suis pas partisan de l'accession au pouvoir par le voie des armes. Par un coup d'État. Oui, pourquoi? Parce que la violence appelle toujours la violence. Vous voyez, Nanga s'est dit peut-être, ah oui, ceux qui ont fait des rébellions,
ils ont été récompensés. Moi, je dois prendre la même chose. Ok? Ça, ce sont des choses vraiment à décourager. Et aussi, c'est parce que ceux qui ont commis des cruautés par le passé, ils n'ont jamais été sanctionnés. Mais il faut commencer quelque part. Commencer par Nanga n'est pas une mauvaise chose. Commencer par ceux qui incitent, ceux qui encouragent ça, ce n'est pas mal. Mais aussi, il faut regarder ceux qui ont fait ça par le passé, parce que ce sont des crimes imprescriptibles. Ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, ils devaient être tous poursuivis. Et je dis que cela arriverait un jour dans ce pays, où les gens vont répondre de leurs actes. Maître Lambert, parlons un peu sur la situation sécuritaire de l'Est du pays. Quel jugement rendez-vous à ce dossier? Bon, la situation qui nous arrive à l'Est, c'est malheureux, mais c'est une situation qui devait être découragée. Cela arrive également par notre faiblesse. Par notre faiblesse, je ne réponds pas à ce que les politiciens disent, le brassage et tout le reste. C'est aussi la faiblesse de notre organisation en tant que peuple, la faiblesse de notre organisation en tant que pouvoir. Ok, en tant que pouvoir. Parce que si tous ces multinationales qui sont derrière étaient derrière le Rwanda et les autres pays, c'est parce qu'ils trouvaient dans ces pays une certaine organisation. C'est comme ça qu'ils se faisaient des resellers de ces pillages systématiques à l'est de notre pays. Je crois que là, ça nous donne une occasion de nous regarder en face. La situation que traverse notre pays, nous ne sommes pas le seul à les traverser dans l'histoire de l'humanité. La Chine, à un moment donné, il y avait également des comportements déviants. Il a fallu un homme, Mao Tse-tung, qui a fait ce qu'on a appelé les réformes agraires, remettre tous les Chinois dans le travail agricole, le travail de l'innovation. Ils se sont renfermés sur eux-mêmes pour progresser. C'est comme ça que je dis, il faudrait que nous puissions montrer à la face du monde un certain nombre d'organisations. Nous n'avons pas d'autre pays que ce seul pays. Nous devons vraiment faire en sorte que je travaille, je suis dans l'administration, je dois mériter mon salaire à la fin du mois. Je suis dans le syndicat, je réclame pour qu'on améliore ma rémunération. Mais je dois aller pour travailler, non pas pour signer la présence. Ça ne sert à rien. Vous trichez contre l'État. Alors, le démarche que mènent les prélats et les pasteurs de l'église CCI, comment vous en trouvez? Même un bon nombre de gens de l'Union sacrée le déplorent, les traites de politiciens en soutane, sont contre. Il y a ceux-là aussi de l'opposition qui soutient la démarche de prélats, qui disent non, qui veulent le dialogue, non, le gouvernement d'union nationale. Comment vous trouvez cette zizanie? Oui, je disais au départ que je ne suis pas partisan des solutions par les armes. Évidemment, quand on vous attaque, vous devez répliquer pour défendre votre intégrité territoriale. Mais les gens de Cinco sont des Congolais. Les gens de l'ECC sont des Congolais. Ils ont leur contribution à faire pour que la paix revienne dans notre pays. Moi, je ne condamne pas. On doit éviter d'avoir simplement un son de cloche. Si, par la démarche de la Cinco, ça peut nous ramener la paix sans compromission, moi j'encourage l'initiative. Si
les consultations que le chef de l'État a initiées peut être une voie qui peut nous ramener la paix, moi j'encourage. Si les différentes transactions au niveau de l'Union africaine paient, moi j'encourage. Mais il faudrait que il y a des choses, des idées, jaillit la lumière. J'ai la lumière. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait simplement un monologue, un seul son de cloche ou une initiative de ceux qui le veulent. J'aimerais que ceux qui, au-delà des attaques personnelles, qui nous disent en quoi cela gêne, en quoi cela est une mal. Mais en tout cas, de tous les discours que je suis en train de suivre, je ne vois que les attaques personnelles, mais pas des choses qui disent, bon, voilà, il y a ça, parmi les idées avancées, qui ne peut pas nous amener à la paix. Je n'ai pas vu ça. Maître Lambert, est-ce que la formation d'un gouvernement d'union nationale entre guillemets, parce qu'on n'a pas vu l'opposition être consultée, ils ont dit niet, on a constaté seulement que l'union sacrée qui consulte l'union sacrée. Est-ce qu'en formant ce gouvernement, ça sera un ouf de soulagement pour la question sécuritaire de l'Est? Bon, je disais tout à l'heure, si cela peut amener, ça sera salutaire pour le pays. Si ça peut être un souffle de soulagement, je ne pourrais qu'applaudir. Mais j'ai quand même des inquiétudes. C'est l'union sacrée, dirigée par le chef qui est sorti de l'union sacrée. Mais on ne voit la plupart du temps que les acteurs majeurs de l'union sacrée qui sont là. On aurait pu voir également ceux qui s'opposent. Évidemment, le chef de l'État, il avait tendu la main, il ne refuse. Et ils savent pourquoi ils ont refusé. Donc, ce n'est pas inclusif. Ce n'est pas exclusif. Donc, on va peut-être changer des acteurs, mais souvent dans le même camp. Voyez-vous? Et si c'est le même camp, parce que c'est eux qui ont été votés, s'ils peuvent continuer pour nous ramener la paix, tant mieux. Mais l'idéal, c'était que même la tendance de ceux qui s'opposent, qui ont un autre son de cloche, une autre manière de voir gouverner le pays, s'impliquer, ils déclinent, ils ont de raisons que j'ignore jusqu'à ces jours. Et voilà. Maître Lambert, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Veuillez regarder la caméra. Adressez-vous au public votre mot de la fin. Oui, mon mot de la fin, c'est que nous avons un seul pays, le Congo. Le Congo a ses lois et ces lois sont appelées à être appliquées par tous les Congolais, petits ou grands, dirigeants ou dirigés. Et nous devons bannir dans nos quotidiens toutes les pratiques de vie telles que la corruption, la concussion. Cela gangrène nos vies. Cela met un frein au développement et à l'épanouissement de ce pays. Nous sommes un pays qui devait être la locomotive de l'Afrique. Mais nous sommes à la traîne dans le pays africain. Nous ne jouons pas notre rôle. Pour preuve, nous nous plaignons d'un pays petit en termes d'espace, en termes de nombre de population qui nous gêne depuis 30 ans. Cela démontre notre faiblesse dans notre capacité d'organisation, dans notre capacité de nous défendre. Voyez, voilà pourquoi il faudrait que nous puissions tous prendre conscience de ça, que chacun, en ce qui le concerne, joue son rôle pour bâtir un pays grand au cœur de l'Afrique. Merci. Maître Lambert, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que ça ne serait pas la première fois, la dernière fois. Merci, je suis heureux de partager ce moment avec vous et je serai toujours là. Je rappelle que vous étiez mon invité vraiment habituel à l'émission 3 quarts d'heure pour convaincre dans d'autres organes de presse. Et voilà, merci. C'était Maître Lambert Lissika. Il est juriste en droit environnemental, avocat,
Avec lui, on a parlé, on a fait une émission à bâton rompu sur plusieurs questions d'actualité. Merci à Ronnie Manzila, merci à Aris Matondo. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.